chaque fois, ou presque, que je discute avec une personne qui me dit qu'elle est HPI, j'en arrive à la conclusion qu'elle est autiste. Ou parfois TDAH, ça dépend. Alors attention, c'est pas un truc scientifique, c'est une opinion, c'est un vécu que je vais te détailler. Mais avant ça, commençons par la définition de HPI. On voit plein de définitions qui circulent de partout, des mots différents, ZEB, HPI, surdoué, etc. Nous, on va se limiter à la seule définition que valide la science, qui est un QI supérieur à 130. D'ailleurs, dans la littérature scientifique, on parle jamais de HPI, on parle de HQI, parce que OQI, c'est beaucoup plus clair que HPI. On disait surdoué avant, quand j'étais plus jeune, et c'est toujours le titre de la page Wikipédia en français. Un QI supérieur à 130, c'est environ 2% des gens qui sont concernés. L'autre truc à avoir en tête, c'est que, comme son nom le suggère encore, le QI, donc le quotient intellectuel, à la base, c'était une division. À la base du QI, il y avait un concept qui a été développé dans le cadre scolaire pour savoir comment gérer des enfants qui vont être en avance. Et du coup, on divisait leur âge mental par leur vrai âge. Donc leur âge mental, c'était les performances qu'ils avaient, et leur vrai âge, c'est leur vrai âge. Par exemple, si un enfant a fait au test une performance scolaire qui était l'équivalente d'une performance d'un enfant de 12 ans, mais que cet enfant avait 10 ans, eh ben, on fait 12 sur 10 multiplié par 100, ça fait un QI de 120. Alors, c'est plus comme ça qu'on le calcule, mais c'est comme ça qu'on le calculait à la base. Donc, le QI, il a une origine scolaire. Malheureusement, dans son histoire, le QI, il a aussi beaucoup été utilisé à des fins eugénistes et à des fins racistes. C'est pas le sujet ici, mais il y a plein de vidéos qui en parlent, tu pourras les retrouver par toi-même. Et le QI, ça mesure donc plutôt des choses à la base qui s'expriment en contexte scolaire. Même encore aujourd'hui, ça va mesurer des facultés comme le vocabulaire, la compréhension, être capable de remettre des images dans un ordre logique, être capable d'assembler des morceaux pour reconstituer un objet, être capable de mettre des chiffres dans l'ordre, trouver ce qui manque dans une série logique, résoudre des petits problèmes de maths. C'est des facultés qui sont très scolaires, et pour cause, ça vient d'un univers scolaire. Alors, le HPI, il y a plein de mythes autour de ça. Un des mythes les plus courants, ce serait que les HPI sont en échec scolaire. T'es tellement intelligent que tu échoues à l'école. Il y a rien de plus faux. Alors, je me base ici sur un article qui résume bien les études là-dessus. Enfin, deux articles. Un qui s'appelle Légende noire des surdoués, suite et fin, et Pseudosciences des surdoués. Les deux ont été écrits par Franck Ramus ou Franck Ramus. Je sais pas comment ça se prononce. Et dans ces articles, il te raconte une étude qui a été faite en 2007 sur 16 000 élèves français. Donc on prend 16 000 élèves et on mesure leur QI au début de l'année. Déjà, un truc qui est intéressant, c'est que 80% des élèves qui avaient un haut QI ne le savaient pas. Donc seuls 20% le savent. C'est important parce que beaucoup des mythes des HPI, des HQI viennent du fait que il y a peu de gens qui le savent. Il y a plein de gens HQI qui réussissent leur vie, réussissent en tout cas leur scolarité, pas leur vie, pardon, et leur carrière, dont on n'entend jamais parler et qui ne prennent jamais le temps de faire un test de QI. Donc on prend ces élèves, on mesure leur QI, résultat, on observe un lien direct entre leur QI et leur note au brevet. Plus le QI est haut, plus l'enfant a une chance d'avoir une bonne note au brevet, avec, en moyenne, pour les enfants qui étaient HQI, donc un QI supérieur à 130, une moyenne de 2,6 points sur 20 de plus que les autres. Et c'est pas surprenant. Ce qui est surprenant, c'est l'inverse. Ce qui est surprenant, c'est qu'on ait ce mythe des HPI en échec scolaire. C'est pas surprenant, puisque vu que le QI a été créé à la base dans un contexte scolaire, il est logique qu'un haut QI soit corrélé à une haute performance scolaire. D'ailleurs, le QI, c'est ce qui prédit le plus la performance scolaire d'un individu. Alors je dis le plus, ça veut pas dire totalement. Il y a plein d'autres choses qui prédisent la réussite scolaire d'un enfant, mais en tout cas, le QI, plus t'as un haut QI, plus t'as de chances de réussir. À l'école. Autre mythe, c'est que les HPI seraient malheureux et isolés. Alors c'est beaucoup venu d'un livre horrible qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux. Titre qui m'a toujours fait rire parce que je ne comprenais même pas comment les gens
pouvait se dire que c'est logique. Comment c'est possible de se dire que t'es trop intelligent pour être heureux, pour être heureuse? Enfin, ça a pas de sens. Au contraire, parce que l'intelligence, alors je mets des grosses guillemets sur intelligence, mais c'est plutôt la faculté d'adaptation, la faculté de t'adapter à des nouvelles situations. Donc ça a plutôt tendance à t'aider pour le bonheur. Et c'est ce qu'a confirmé dans toujours le même article de Franck Ramus, pardon. Où il raconte qu'il y a une étude belge qui porte sur une population de 3400 adolescents qui a été faite en 2023, et on trouve que les adolescents avec un haut QI ont une meilleure estime d'eux-mêmes, moins de troubles du comportement, moins de symptômes d'hyperactivité et d'inattention, pas plus de troubles émotionnels et d'inquiétude que les autres ados. Enfin bref, un haut QI, ça t'amène plutôt des choses positives. Autre étude où il te montre que les personnes à haut QI n'ont pas plus de troubles psychiques que les autres, et quand des différences à observer, elles sont dans le sens inverse. C'est-à-dire que les hauts QI ont notamment moins de troubles anxieux, moins de stress post-traumatique, et surtout souffrent moins d'isolation sociale. Là encore, une personne qui a un QI plus élevé a plus de facilité justement à s'adapter et à se mélanger à un groupe, contrairement au mythe de la personne trop intelligente pour socialiser avec les autres. Autre mythe qu'on retrouve souvent, et je comprends pas pourquoi, autant les deux premiers, en vrai, je vois d'où ils viennent, autant celui-là, je ne sais pas d'où ça vient. Les HPI sont hypersensibles. Je vois pas le rapport. On te dit, voilà, moi, j'ai eu le cas, là, encore récemment, une personne qui me dit, je pense être HPI, puis je creuse avec elle, et elle me dit, ah bah non, mais je pense pas avoir un QI supérieur à la moyenne. Je dis, bah attends, c'est la définition de HPI. Elle dit, non, mais moi, c'est plutôt que je suis hypersensible, émotionnellement, etc. Je dis, ah oui, d'accord, mais rien à voir, du coup, avec HPI. Il n'y a pas de lien entre avoir un haut QI et avoir une plus grande sensibilité émotionnelle. Le mythe suivant, c'est que les HPI ne supportent pas l'injustice. Là, je comprends mieux d'où ça vient. Je comprends mieux cette idée de se dire, quand t'as une plus grande intelligence, peut-être que tu vois mieux les injustices de ce monde. Mais là encore, pareil, c'est pas très documenté scientifiquement. Et le dernier mythe dont je voulais te parler, c'est les HPI ont une pensée en arborescence. Alors ça, c'est un mythe qui m'a toujours fait rire, parce que je comprends même pas ce que ça veut dire une pensée en arborescence. Je me disais, attends, mais comment les autres pensent? Ils ont une pensée linéaire, un par un? Alors, ce que la science reconnaît, c'est la pensée divergente et la pensée convergente. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les individus, tous les humains ont une alternance entre pensée divergente et pensée convergente. Il n'y a pas des gens qui seraient des personnes extraordinaires, qui auraient des pensées en arborescence particuliers. Il y a un cas où je trouve que c'est particulièrement flagrant, ces mythes sur le HPI, et je vais te faire le lien avec l'autisme. C'est le cas d'Amel Bent. Alors, avant toute chose, plusieurs avertissements. Le premier, c'est que j'adore Amel Bent, donc c'est pas une critique contre elle, c'est plutôt une critique contre les gens qui l'ont escroqué avec ce concept. La deuxième, c'est que je ne remets pas en cause le fait qu'elle ait un QI supérieur à 130. Elle déclare qu'elle est HPI, je la crois sur parole. Et troisième point, je te dis pas qu'elle est autiste. Je te dis que ce qu'elle va décrire fait penser plus à des traits autistiques qu'à des traits HPI. Par exemple, elle dit, je cite, « Ça a expliqué plein de trucs de moi que je mettais sur le compte de parfois un mauvais caractère ou être un peu trop têtu, des obsessions par exemple, notamment si on n'a pas utilisé le bon mot, moi ça peut partir, enfin ça peut aller très très loin, ça peut me faire pleurer dans une discussion si je ne comprends pas le mot si ce n'est pas le bon mot utilisé, enfin franchement ça peut partir dans une vraie bataille. Ce qu'elle décrit là, ça n'a pas de lien avec un haut QI, au contraire, plus t'as un haut QI, plus t'as des facultés de compréhension, plus t'as du vocabulaire, et plus c'est facile pour toi de comprendre quand quelqu'un utilise le mauvais mot. Si jamais j'ai du mal à comprendre le raisonnement qui fait que les gens se disent « Ok, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que veut dire une personne quand elle n'utilise pas le bon mot, donc c'est que j'ai une plus grande intelligence. » Au contraire, c'est plutôt ça semble être plutôt un manque d'intelligence que de l'intelligence. Je dis bien ça semble, car c'est absolument pas un manque d'intelligence. Je vais t'expliquer à quoi ça ressemble. Ça ressemble plutôt à un trait autistique qui s'appelle le besoin impérieux de correction. Et ça ressemble à un autre trait autistique que on vulgarise comme étant la pensée littérale, mais qui est plutôt la myopie au contexte. La myopie au contexte, c'est le fait d'avoir beaucoup de mal justement à utiliser autre chose que le texte
pour comprendre ce qu'on te dit. Et du coup, si on n'utilise pas les bons mots, ça devient compliqué pour toi, et je me reconnais tout à fait là-dedans, j'ai les deux, j'ai à la fois une forme de myopie au contexte, j'ai l'impression que les gens n'utilisent jamais les bons mots et ça me rend fou, j'ai le besoin impérieux de correction, et comme Amel, je peux, comme elle dit, aller très loin sur un mot, j'ai des disputes avec des amis parce qu'on n'est pas d'accord sur les mots de chacune, et d'ailleurs le fait qu'elle dise ça me fait pleurer, ça ressemble davantage à une chose qu'on appelle un meltdown autistique. Un meltdown autistique, c'est quand une personne autiste a ce qu'on appelle un déclencheur, un truc qui est allergique, qui est un allergène pour son cerveau, notamment le fait que les mots précis sont pas utilisés ou le besoin impérieux de correction, et ça lui déclenche une réaction émotionnelle forte. Alors le meltdown, c'est la partie extériorisée. Ça peut aussi être un shutdown, la partie intériorisée, où t'es plutôt en train de te renfermer, peut-être que tu parles moins. Moi, quand j'ai un shutdown autistique, carrément, je perds la parole. Il y a d'autres gens, ils vont avoir besoin d'aller dans le noir. Bref, il y a plein d'autres de manières de l'exprimer. Mais tu vois que, a priori, c'est très étrange de dire, j'ai un haut QI, donc quand le bon mot est pas utilisé, je pète un câble. Non, il n'y a aucun rapport avec un haut QI. Au contraire, ça ressemble plutôt à un trait autistique. Encore une fois, je dis pas qu'Amel est autiste, je dis que ce qu'elle décrit ressemble plus à un trait autistique. J'ai une théorie qui explique pourquoi on confond les deux. Alors encore une fois, c'est pas une théorie scientifique, hein, là je te donne vraiment mon opinion. C'est que déjà les personnes qui vont mesurer leur QI à l'âge adulte, c'est particulier. Souvent, c'est que tu vis une souffrance, tu vis un mal-être, et du coup, il y a un biais d'échantillonnage. Rappelle-toi, dans l'étude sur les adolescents avec un haut QI, 80% ne savaient pas qu'ils avaient un haut QI. Donc en fait, les personnes qui vont aller faire un QI à l'âge adulte de surcroît, parce que comme on voit, le QI c'est un instrument qui est très utilisé en contexte scolaire. Hein. Moi, j'ai passé un test de QI quand j'avais 6 ans, pour sauter une classe. On m'avait dit d'ailleurs à l'époque que j'étais surdoué, c'est le mot qu'on utilisait, et donc j'ai sauté une classe. Mais une fois à l'âge adulte, c'est un peu particulier, il me serait jamais venu à l'idée de faire un test de QI. D'ailleurs, en plus, comme je t'ai dit, le test de QI, il a une histoire un peu eugéniste. Du coup, la fois où j'ai eu un ami qui m'a dit qu'il s'était fait diagnostiquer autiste et que je lui ai demandé comment il avait fait, il m'a donné le contact d'une neuropsy en me précisant qu'il fallait faire un test de QI. Je lui ai dit mais c'est pas question, j'ai pas envie de faire un test de QI, je vois pas l'intérêt de faire un test de QI. Et du coup, si tu fais un test de QI à l'âge adulte, c'est probablement, comme mon ami d'ailleurs, que tu vis un décalage. Le problème, c'est que l'autisme est très mal reconnu, surtout en France, et ça fait que les gens qui vont te recevoir a priori ne connaissent pas les traits autistiques. Ça a l'air fou, hein, mais la plupart des psys, la plupart des neuropsys en France ne reconnaissent pas les traits autistiques, a fortiori chez l'adulte. Il y a encore plein de psys qui sont convaincus qu'un autiste, c'est forcément un enfant. Et qu'une fois que tu arrives à l'âge adulte, t'es plus autiste. Ce qui est effectivement faux. L'autre hypothèse que j'ai, c'est que notre modèle de l'intelligence absolue, en fait, il a des traits autistiques. Notre modèle, c'est Einstein. Et quand tu regardes Albert Einstein, quand on te parle de choses de sa vie, ce qui fascine le plus les gens, c'est pas des preuves d'intelligence, c'est plutôt des traits autistiques. Je te lis un extrait de la page Wikipédia d'Einstein. Einstein présente un parcours scolaire relativement atypique par rapport aux éminents scientifiques qui furent plus tard ses contemporains. Très tôt, le jeune homme s'insurge contre le pouvoir arbitraire exercé par les enseignants. Il est donc souvent dépeint par ces derniers comme un mauvais élément, très étourdi. Il éprouve, jusque tard dans son enfance, des difficultés pour s'exprimer. Là, tu vois que c'est pas trop une histoire d'intelligence. Il a une espèce d'allergie à la hiérarchie. Ça peut être un trait autistique. Et le fait d'avoir du mal à t'exprimer tard dans ton enfance, ça pour le coup c'est vraiment un trait très classique de l'autisme, d'enfants qui mettent du temps à réussir à s'exprimer et qui d'un coup s'expriment très bien. Il y a cette scène dans la série qui s'appelle Extraordinary Attorney Woo, qui est sur une avocate autiste, et effectivement quand elle est enfant, jusqu'à on dirait y a pas l'âge je crois dans la série, mais on dirait je sais pas 3-4 ans, elle parle pas et ça inquiète son père, et puis un jour elle se met à parler et elle parle une langue parfaite. Donc elle passe de 0 à vraiment très élaboré. Ça pour le coup c'est un trait autistique. Alors attention, je dis pas que tous les autistes sont comme ça, je dis que beaucoup de personnes qui font ça à leur enfance sont autistes. Autre chose de la page Wikipédia d'Einstein, c'est on te dit
Il commence sa scolarité à Munich, mais il est renvoyé à l'âge de 15 ans, son professeur de grec jugeant sa présence incompatible avec la stricte discipline régnant à l'époque. Là encore, tu vois, aucun rapport avec un OQI, c'est juste du mal avec l'autorité. D'ailleurs, il y a un trait dont on parlera, si tu veux, dans une autre vidéo, un trait autistique qui s'appelle The Pervasive Need for Autonomy. C'est le besoin envahissant d'autonomie. C'est le fait qui est parfois appelé PDA, Pathological Demand Avoidance, mais je trouve que c'est très condescendant d'appeler ça pathological. C'est le fait de quand on te dit de faire un truc, t'as pas envie de le faire. Moi j'ai ce trait quand on me dit de me brosser les dents, même si j'allais me brosser les dents, une partie de moi n'a plus envie de le faire, ce qui est absurde, mais voilà, j'ai une sorte de réactance très très forte quand j'ai l'impression qu'on m'impose quelque chose. Un des exemples où je trouve ça flagrant, c'est l'exemple de Navo. Navo, c'est un des co-créateurs de Bref. Et quand j'ai regardé le documentaire sur Bref avec une amie, elle avait ce réflexe de dire « Ah oh, il a vraiment l'air très intelligent ». Et je comprenais pas pourquoi elle disait ça, parce que je trouvais que l'autre co-créateur, Kian Kojandi, me semblait aussi intelligent. Les deux me semblaient intelligents, et elle me disait, ben non, ça se voit que Navo, il est beaucoup plus intelligent. J'avais pas cette impression-là. C'est pas pour minimiser l'intelligence de Navo, hein, mais c'est pour dire que je voyais aussi que Kian était très intelligent. Et c'est bizarre, parce qu'il y avait des phrases dans le documentaire comme, il avait énormément de mal à maîtriser les codes sociaux, donc Navo. On a dû lui apprendre. Là encore, avoir du mal à maîtriser les codes sociaux, c'est absolument pas une preuve d'intelligence. Au contraire, plus tu es intelligent, plus tu as de la facilité à maîtriser les codes sociaux. Ou alors, au pire, on peut dire que c'est pas corrélé. Il y a pas de, on a trop cette figure, encore une fois, comme Einstein, du génie incompris, etc., etc. Alors que c'est plutôt un trait autistique, le fait d'avoir du mal à maîtriser les codes sociaux, ou alors du mal à respecter les codes sociaux. J'ai eu heureusement quelqu'un avec qui je parlais sur Instagram quand je me posais la question de est-ce que je suis autiste ou pas, où je lui disais mais non mais moi en fait, je déteste dire bonjour aux gens, je déteste saluer des inconnus, ça me paraît tellement bête, le small talk, voilà, les gens sont bêtes. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, bah bien sûr Nicolas, c'est ton gros cerveau qui t'empêche de parler avec les gens. Et j'ai vu que c'était ridicule, même si, je vais pas te mentir, une partie de moi très enfouie continue à se dire que ouais, les gens sont bêtes de faire du small talk. Maintenant que je connais les traits autistiques, je vois bien que ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est juste que, bah oui, il y a ce trait autistique que j'ai, hein, que tous les autistes ont pas, hein, mais qui est d'avoir beaucoup de mal avec le small talk, beaucoup de mal à maîtriser les codes sociaux, etc., etc. Et moi, ma théorie, c'est que les alistes, donc les personnes pas autistes, quand elles voient une personne comme Navo, elles se disent, ok, je ressens un décalage, je vois que ce mec, il a un truc dans la manière dont il pense, et du coup, je vais me dire que c'est de la haute intelligence. Voilà, avec le truc du génie incompris à la Einstein, etc. Alors parfois, malheureusement, ils font l'inverse. Hein. Parfois, les alistes voient le décalage et ils assument que c'est de la bêtise. Moi, ça m'est arrivé plein de fois où je pose des questions parce que je ne comprends pas, parce que les gens utilisent pas les mots précis, comme dit Amel, et comme je pose la question, les gens disent que je suis bête. Donc ils ont les deux. Parfois, ils me trouvent trop intelligent parce que, un peu à la Navo, ils me voient comme un génie incompris. Parfois, ils me trouvent bête parce que je demande de préciser des mots. Attention, hein, je dis pas que les personnes qui se définissent comme HPI ne le sont pas. Si elles ont fait un test de QI, elles ont un OQI, c'est le cas. Ce que je te dis, c'est que il y a peu de chances que le OQI explique leur mal-être. Et que si elles ont un mal-être, souvent, c'est plutôt, en fait, qu'elles sont HPI et autiste, ou HPI et TDAH, ou HQI et autre chose. Par exemple, dans le cas de HQI et autiste, c'est au contraire leur OQI qui va les aider à masquer. Et ça fait du coup un mélange qui est dangereux, parce que ça fait des personnes qui ne sont pas repérées comme étant autistes, parce que justement, grâce à leur grande faculté d'adaptation, elles arrivent à compenser. Je te parle d'autisme depuis tout à l'heure, mais je t'ai pas expliqué ce que c'est. L'autisme, c'est un cerveau différent, c'est un neurotype, c'est pas un trouble psychique. Et ce cerveau, il a plein d'expressions possibles et parfois qui peuvent sembler contradictoires. Par exemple, il y a des autistes qui ont un odorat surdéveloppé au point que la moindre odeur peut leur donner envie de vomir. Ou il y a des personnes comme moi qui ont un hypo-odorat. Moi, depuis que je suis petit, j'ai quasiment pas d'odorat. Donc tu vois, on pourrait se dire c'est bizarre, ça explique à la fois un hyper-odorat et un hypo-odorat. Autre cas de figure avec ce truc d'hypo ou d'hyper, c'est la sensibilité
aux signes sociaux, à la sanction sociale, au regard des autres. On s'est rendu compte que les hommes autistes ont tendance à avoir une hyposensibilité au regard des autres. D'ailleurs, probablement que si t'imagines une personne autiste, t'imagines quelqu'un qui est pas trop sensible au regard des autres. Ce qu'on a découvert, notamment, c'est raconté dans un livre qui s'appelle The Lost Girls of Autism, on a découvert que chez beaucoup de femmes autistes, c'est l'inverse. Elles ont une hypersensibilité au regard des autres. Donc elles vont avoir tendance, au contraire, à être très sensibles au regard des autres. Et du coup, ça peut être parfois désorientant. Je parlais d'autisme avec une personne en soirée, elle me disait mais attends, mais du coup ta description elle décrit tout le monde. Si c'est à la fois les gens qui ont un grand odorat et un petit odorat, les gens qui ont très peur du regard des autres, au contraire s'en foutent du regard des autres, en fait c'est tout le monde. Et je disais bah non, c'est pas tout le monde, parce que c'est plutôt les extrémités des deux comportements, c'est pas les gens dans la moyenne. Et surtout, il y a 7 critères pour l'autisme dans le DSM, il faut en valider 5 sur 7. Et dans ces 7 critères, il n'y a pas que des trucs contradictoires. Par exemple, dans les critères, il y a les intérêts intenses. Il n'y a pas comme expression de l'autisme, en tout cas pas à ma connaissance, des gens qui auraient des intérêts, une tendance à vraiment être dans des intérêts superficiels, et de l'autre, des gens qui auraient tendance à être dans des intérêts vraiment une profondeur d'intérêt. Non, chez les autistes, tu as plutôt tendance à avoir une intensité dans les intérêts, alors qu'elle dure de manière fugace ou toute la vie. C'est vraiment ce truc d'être à fond dans les intérêts. Alors encore une fois, hein, je dis pas que si tu n'as pas d'intérêt intense, tu es pas autiste, parce que c'est 5 critères sur 7, et donc il n'y a pas besoin de valider tous les critères. Quels sont les critères ? En vrai, ce serait trop long pour cette vidéo, et surtout, je trouve ça dangereux de décrire trop rapidement l'autisme parce qu'on se sent trop vite mal représenté. Moi, j'ai eu beaucoup de descriptions quand je me posais la question sur moi-même où je me reconnaissais pas parce qu'elles étaient trop vagues. Or, l'autisme, ça concerne entre 2 et 4% de la population, donc c'est pas une majorité de gens, mais ça reste beaucoup de gens. Et malheureusement, la description la plus connue, c'est la description la plus stéréotypée et qui, en vrai, décrit un petit garçon blanc, parce que les critères de l'autisme au tout début ont été créés sur des petits garçons blancs. Donc je vais pas t'expliquer là maintenant ce qu'est l'autisme, parce que je préfère te l'expliquer en détail plutôt que de survoler. Et il se trouve que j'ai une newsletter où je fais exactement ça. Donc si tu veux rejoindre cette newsletter, je te mets le lien en description. J'ai créé cette newsletter parce que moi aussi j'étais perdu quand je voulais savoir si j'étais autiste. À chaque fois que je lisais des trucs, je ne comprenais pas, je me reconnaissais à moitié. En plus, il y a un paradoxe, c'est que les descriptions de l'autisme, elles sont mal écrites. Alors que l'autisme est une condition où souvent t'as besoin que les mots soient écrits très précisément, donc c'est paradoxal. Un peu comme le mot dyslexie qui décrit des personnes qui ont du mal avec les mots et qui est écrit avec une orthographe qui est très compliquée. Tout ça pour te dire que dans ma newsletter, j'essaie de te brosser la vision la plus précise possible de l'autisme, à jour du consensus scientifique et surtout avec une vision non condescendante pour t'éviter de vivre ce que j'ai vécu. Donc je te donne rendez-vous sur ma newsletter. Pour le reste, tu connais la chanson, abonne-toi, partage les vidéos et je te dis à très vite. Coucou, c'est Nicolas du montage. Je réalise que j'ai oublié de te faire le lien entre l'allergie à l'injustice et un trait autistique, puisque je te citais l'allergie à l'injustice comme étant un des mythes du HPI. Le rapport entre l'allergie à l'injustice et l'autisme, c'est que c'est tout simplement un trait autistique. Un des traits autistiques, c'est une forme de sursensibilité à l'injustice. Alors attention, cette sensibilité à l'injustice, c'est selon les valeurs morales de l'individu. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, Elon Musk, il y a de grandes chances qu'il soit autiste, il a des valeurs que je partage pas, puisque je pense que c'est un facho, et pourtant, je reconnais dans le conflit qu'il a eu avec Donald Trump, ce truc de, il a senti un truc qui était injuste, il n'a pas pu s'empêcher de partir dans une sorte de croisade, une guerre contre Trump, parce qu'il a effectivement son sens de l'injustice qui a été déclenché. C'est important, je te dis ça, pas pour faire de la politique, mais pour te montrer qu'il n'y a pas de lien entre je suis une personne supérieure et j'ai un grand sens de l'injustice. Les personnes autistes sont pas supérieures, elles sont pas plus morales que les autres. Par contre, elles ont cette sensation, quand elles ont l'impression qu'un truc est injuste, que c'est impossible de laisser passer. Et moi, ça m'est déjà arrivé de péter des câbles, presque même de finir en dépression, parce que je sentais que quelque chose était injuste, et ça me faisait ce qu'on appelle un déclencheur. Un déclencheur autistique qui me mettait dans des shutdowns, dans des meltdowns, dans des réactions très fortes. Ça, c'est un trait autistique et non pas un trait du HPI. Voilà pour cette petite correction du montage.